Voilà, on a annoncé tantôt, notre invité du jour est le président directeur général de Canal France International, qui est monsieur Thierry Vallant. Bonjour et bienvenue. Bonjour, salam alaikum. Alaikum salam. Salam. Vous allez bien? Ça va. Ça se passe le séjour à N'Djamena? C'est mon premier séjour, mais je pense que c'est pas le dernier. Non, ça ne sera pas le Et dernier. merci de m'avoir invité, ça me fait plaisir. Voilà, le plaisir est partagé. Alors, on rappelle que vous êtes ici à N'Djamena depuis quelques jours pour une formation, on va dire une centaine de jeunes journalistes tchadiens qui sont impliqués dans le projet dont les activités ont été officiellement lancées au cours de la semaine, pour le dire, en collaboration avec l'ambassade de France. On définit un peu que CEFI agit pour favoriser le développement des médias en Afrique, dans le monde arabe, en Asie. Tout à fait. Et c'est dans ce cadre que vous êtes ici aussi? Oui. Alors, je dois préciser... Sur le projet actuellement qui vous amène ici au Tchad. Je dois préciser qu'on a travaillé aussi avec la Maison des médias, D'accord. bien sûr, et en collaboration avec la Hama. La Hama aussi. Oui, tout à fait. Donc c'est un travail commun. Oui. Le but, c'était de sensibiliser ces jeunes journalistes. Alors, c'est des journalistes au sens large, c'est-à-dire des journalistes, mais il y a aussi des blogueurs, des influenceurs, des TikTokers, enfin tous ceux qui sont ce qu'on appelle des acteurs de l'information, au sens large. Donc de les sensibiliser au danger des fausses informations et ce qu'on appelle les fake news en anglais, et aux manières de lutter contre ces fausses informations. Parce que les fausses informations, finalement, c'est un danger collectif et individuel. Ça peut toucher des individus, mais c'est très mauvais aussi pour la société, c'est très mauvais pour les médias, mais c'est très mauvais pour les citoyens, c'est pas bon pour le pays. Et c'est une maladie qui touche tous les pays du monde. Hein. C'est pas que au Tchad, c'est pas que l'Afrique, c'est le monde entier. C'est partout pareil. On a les mêmes problématiques un peu partout. Et donc, il faut chercher des solutions un peu partout. Et l'un des moyens de trouver ces solutions, c'est de se rencontrer, de discuter, de dialoguer, et de faire venir des experts aussi, parce qu'il y a des experts de la désinformation, parce qu'il y a des techniques pour lutter contre la désinformation. Et puis aussi, c'est bien de se rencontrer, de faire que les jeunes tchadiens se rencontrent, discutent entre eux, discutent avec la Hama, échangent, que chacun comprenne les besoins, les envies des uns et des autres, afin de progresser ensemble vers une amélioration de la situation. D'accord. On dirait que la désinformation a toujours existé. Bon, aujourd'hui encore plus avec les nouvelles technologies de l'information, où ça va très vite. Mais comment vous arrivez à savoir, à distinguer la fausse de la bonne? Ça, c'est la question à 1000 francs CFA, ça. Ah oui, c'est tout le problème est là. Comment on fait? Parce que avec la sophistication, comme vous l'avez dit, des techniques, on peut presque arriver à fabriquer une information fausse qui ressemble exactement à une vraie. On est arrivé même à un degré de sophistication dans les technologies qui fait que, en enregistrant votre voix, en filmant votre image, on peut après faire une vidéo où on a l'impression que c'est vous qui parlez. Tout à fait. On vous met des choses à la... on vous met des choses dans la bouche que vous n'avez jamais prononcées. Et on dit voilà ce qu'ils ont dit aujourd'hui à la télévision, alors que vous l'avez jamais dit. Donc c'est grave. Et donc il y a plusieurs niveaux. Déjà, le premier niveau, le plus simple, pour lutter contre la désinformation, c'est de ne pas en produire soi-même. Premier niveau. Donc former des journalistes c'est de faire de l'autocensure, si on veut. Non, mais déjà appliquer des méthodes de bon sens, des méthodes professionnelles de journalistes. C'est-à-dire, vous avez une information, vérifier. Il faut la vérifier. Il ne faut pas juste, elle arrive, vous la redispatchez, il faut la vérifier. Il faut demander des avis à d'autres personnes. Si vous avez l'avis de quelqu'un, il faut aussi demamer l'avis d'un autre pour recouper les informations et multiplier les points de vue. Et puis, il y a aussi des techniques après, des techniques en ligne, des techniques sur Internet pour débusquer les photos, par exemple, qui seraient attribuées à une situation, mais en fait qui relèvent d'une autre situation. Ou les vidéos. On dit voilà, regardez ce qui se passe à N'Djamena en ce moment. Et en fait, la vidéo, elle a été prise à Abidjan il y a 2 ans.
Donc, et il y a des techniques pour ça. Et il y a beaucoup de choses qui sont gratuites, en ligne, auxquelles on peut accéder. Il faut un peu se former, mais c'est gratuit. Et ça, par exemple, c'est assez difficile à savoir. Je ne sais pas si tu as vécu la même chose, parfait. Mais il y a de cela quelques jours, il y a une vidéo qui circulait. Ouais. En fait, il s'agit du président du Niger, Bazoum, qui, quelque part, on voit, il devait être au sommet de Addis. D'ailleurs, il était au sommet de Addis. Moi, je voyais déjà le reportage d'un collègue, un confrère arabophone, qui disait, après, je voyais un peu les images, on montrait un peu le siège, là où il était assis. On dit, bon, lui aussi, là, il va assister aux assises. Quelque part, le matin, déjà, il y avait une vidéo qui circulait qu'il y avait eu une tentative de coup d'État. Et donc, on voyait déjà une image de cela 2 ans. Et ils essayaient de recoller un peu avec l'image du président. Donc, je me suis dit, mais attends, j'ai vu tout à l'heure que le président est à 10 et en même temps, il y a une vidéo qui circule qui a une tentative de coup d'État. C'était un peu difficile pour moi déjà de savoir parce qu'il y avait son image aussi qui apparaissait. Ouais. Et la vidéo a fait quand même un peu le tour. Vous avez eu le bon réflexe, c'est-à-dire déjà d'exercer son esprit critique. Oui. En disant, est-ce que ça colle bien? Est-ce que c'est possible? C'est plausible? Et déjà, si vous commencez à vous-même à vous poser des questions, et ça va vous obliger peut-être à aller voir d'autres sources, en disant, est-ce que c'est confirmé? Est-ce que je l'ai vu ailleurs? Est-ce que les autorités officielles, par exemple, quand par exemple on dit, tiens, telle personne a été nommée ministre. Oui. Bon, normalement, il y a un acte officiel pour ça, au journal officiel. Donc, tant que vous ne l'avez pas vu au journal officiel, vous ne pouvez pas dire qu'il a été nommé ministre. Tout à fait. On en parlait hier au forum sur la désinformation. Mais il y a des gens qui vont envoyer un faux communiqué ou l'information selon laquelle telle personne a été nommée ministre. C'est un essai pour voir la réaction des gens, etc. Et face à ça, il faut toujours aussi aller à la source. Voilà. Il a été nommé, oui ou non? Est-ce que c'est publié ou pas? Tant qu'il n'est pas publié, il n'a pas été nommé. Donc si on dit qu'il a été nommé, c'est faux. D'accord. Alors, M. Thierry Vala, pour mieux comprendre pourquoi est-ce que vous portez ce projet qui est très important, revenons un peu à votre organisation, le CFI, Canal France International. Comment vous est venue l'idée de créer CFI et quels sont ses objectifs? Alors, c'est pas moi qui ai créé CFI, puisque CFI existe depuis 1989. D'accord. Ça fait plus de 30 ans, donc, mais CFI a toujours été concentré sur les pays du Sud. Et principalement, 80% de notre activité, c'est en Afrique et dans le monde arabe. Et on s'est, dès le début, spécialisé dans les médias. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de former, d'aider, de fédérer tous les jeunes acteurs, jeunes et moins jeunes, acteurs de l'information, pour avoir des médias de qualité. Pourquoi ? Parce qu'on estime que plus un pays a un écosystème médiatique de qualité, plus les gens peuvent s'exprimer, plus ils peuvent dialoguer avec les autorités, plus le pays est stabilisé, plus les gens peuvent s'épanouir individuellement et collectivement. Donc c'est l'intérêt de tout le monde. Et l'une des spécificités de CFI, Canal France International, comme vous l'avez dit, c'est d'être vraiment à l'écoute des besoins du terrain. Ça, c'est très très important. On n'est pas dans notre tour d'ivoire à Paris en train de dire voilà une solution et on va l'appliquer telle qu'elle. Et pour le cas du Tchad actuellement, est-ce que le besoin s'est fait sentir? Est-ce que on vous a appelé pour oui, bien sûr. Quand je vous disais que ça s'est fait, cette formation avec la Maison des médias, c'est parce qu'il y a un dialogue. Alors nous, on n'est pas sur place en permanence, mais il y a un dialogue aussi avec l'ambassade de France. Et c'est en dialoguant qu'on s'aperçoit qu'il y a un besoin, effectivement. Pour la désinformation, le besoin, il est très vite identifié, parce que c'est un mal qui ronge tout le monde. Et on le voit même chez les plus jeunes, même chez les gens les moins expérimentés, tout le monde, à un moment donné, était confronté à ce problème, à titre individuel ou collectif. Et donc, ces besoins remontent et on cherche après quelqu'un qui ait de l'expérience et la capacité de mettre en œuvre des projets de lutte contre la désinformation. Et souvent, on pense à CFI.
Alors, j'ajoute, oui. si vous permettez, allez-y, c'est très qu'il y a une rapidement. question après évidemment fondamentale, c'est qui paye, Ouais. parce qu'il faut de l'argent. Ouais. Et donc, en l'occurrence, c'est l'ambassade de France qui a mis 1 million d'euros pour cette formation qui dure sur 2 ans. 2 ans. 2 ans. Ouais. Alors, quels sont vos premiers constats sur le terrain? Est-ce que le cas tchadien est assez quand même particulier, différent des autres pays? Alors c'est une très bonne question parce que moi j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup écouté, il y a eu aussi beaucoup de moments où j'ai pu dialoguer avec les jeunes, etc. Et j'étais frappé par leur enthousiasme, des gens vraiment volontaires, leur envie de faire changer les choses, de progresser, et la liberté de parole aussi. Ouais. Les gens se sont exprimés vraiment librement, parfois un peu de manière véhémente, mais quand même toujours dans le respect de l'interlocuteur. Il y a eu des échanges francs. Les gens ont dit oui, ça c'est pas bien, parfois un peu excessif, mais le dialogue était là et les échanges ont eu lieu. Ça m'a beaucoup impressionné en fait. Ça donne vraiment de l'espoir, ça rend optimiste pour l'avenir parce qu'on voit qu'il y a déjà il y a un dialogue et puis il y a des jeunes motivés, il y a des gens qui ont envie de faire avancer les choses et ça quand il y a des gens motivés avec de l'envie, quand il y a des possibilités, forcément les choses évoluent dans le bon sens. D'accord. Vous avez parlé tantôt du terrain. J'ai envie de revenir un peu à votre organisation et aussi à vos différentes activités un peu partout. Donc j'ai jeté un peu un coup d'œil sur votre site où il y a quelque part où c'est noté soutenir les journalistes ukrainiens pour une couverture indépendante et équilibrée de la guerre. Oui. Là, on parle de la guerre en Ukraine. Oui. On sait qu'en temps de guerre, c'est pas facile non plus de sortir pour avoir toutes les informations possibles. Mais on fait aussi parfois face, ou on le fait déjà, face à 2 informations. On a la télévision qui est là, on a aussi nos médias, on lit, nous aussi. On a notre propre télévision qui serait peut-être ma page Facebook où je peux mettre tout ce que je veux. Oui. Donc voilà. Mais comment ces journalistes arrivent à contrôler ces informations? Parce que déjà, entre les 2 pays, on a l'Ukraine qui a son information, oui. En fait, ce qu'on fait, c'est un projet. C'est aussi une guerre de l'information. De l'information entre les deux. C'est une guerre aussi de l'information. On a 2 informations quand on regarde un peu. La Russie a son information, l'Ukraine aussi. Donc eux, comment ils arrivent à discerner, comment ils arrivent à avoir la lucidité, vraiment de donner une information équilibrée, comme j'ai lu. En tout cas, c'est à ça qu'on les forme. C'est que on leur dit, voilà, les canons du journalisme ne change pas quand il y a la guerre. C'est toujours la même chose. Il faut toujours vérifier. C'est plus dur, c'est plus long, c'est plus dangereux, mais ça ne change pas. Il faut toujours vérifier l'information, il faut toujours avoir plusieurs sources, il faut toujours donner la parole à diverses opinions et il faut essayer de rester le plus factuel possible. C'est beaucoup plus dur en temps de guerre, mais la règle ne change pas. Et donc, si on parle de l'Ukraine, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a installé à Bucarest, en Roumanie, un centre pour les journalistes ukrainiens en exil. Alors, je dis journalistes ukrainiens, mais en fait, la majorité, c'est des femmes. Très grande majorité, pratiquement toutes. Pourquoi? Et pourquoi c'est des femmes? Parce que les hommes n'ont pas le droit de sortir, pour la plupart, sauf quand ils sont dans des situations particulières, parce qu'ils sont obligés de combattre. Oui. Ils sont appelés dans l'armée. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'on a pratiquement que des femmes, et qui sont souvent dans des situations très difficiles, parce que leurs conjoints, leurs frères, leurs pères, éventuellement, sont en Ukraine en train de se battre, parfois leurs enfants aussi, et elles sont là en Roumanie, en train de faire des reportages sur la guerre en Ukraine avec leurs correspondants et leurs contacts sur place. Alors, elles ne sont pas sur place. Elles vont chercher de l'information depuis la Roumanie où elles se trouvent. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'aurait pas les moyens de former dans un pays en guerre des journalistes. Ce serait trop dangereux pour les formateurs, mais pour les journalistes aussi. Puisqu'on parle de l'actualité internationale, il y a le cas du séisme en Turquie et en Syrie, où moi personnellement, j'avais été touché par une photo et que j'ai essayé de partager
montrer ma sollicitude avec tout ce qui se passe. Mais il semble que Facebook a signalé que c'était une fausse photo, une photo montée, c'était pas vrai. Pourtant, c'était une photo qui montrait un peu l'immensité de cette catastrophe-là. Alors, est-ce que les réseaux sociaux aussi contribuent à la lutte contre les fausses informations? Oui, alors ça c'est une autre question à 1000 francs CFA. Est-ce qu'ils contribuent à lutter contre la désinformation ou est-ce qu'ils contribuent à l'alimenter? Ouais. C'est un peu des deux, j'allais dire. Le problème, c'est que ça échappe à une grande partie. Aux algorithmes et tout. Oui, et parce que les grandes plateformes sont très soucieuses de leur indépendance. Et pour l'instant, il n'y a pas de législation internationale qui s'imposerait aux grandes plateformes et qui les obligerait à lutter vraiment au quotidien et de manière très sévère contre les fausses informations. Parce qu'au départ, Facebook, c'est des réseaux privés. Donc c'est pas... au départ, c'est pensé pour échanger avec vos amis, mais c'est devenu de fait aussi des médias. Ouais. Mais qui échappent en grande partie... au contrôle des autorités. Ça, c'est le problème, l'un des problèmes majeurs auxquels on fait face avec l'anonymat qui est possible sur les réseaux sociaux, la possibilité de faire des faux comptes, d'avoir des bots, c'est-à-dire des robots qui multiplient les comptes et qui font circuler des informations. Maintenant, on a ChatGPT qui peut faire des textes sans fin sur tous les sujets du monde. On a le deepfake dont on parlait, c'est-à-dire la possibilité de faire parler quelqu'un selon des propos qu'il n'a pas tenus. Et là, on est dans une situation difficile, qui est pour l'instant qui n'est pas réglée, ça c'est sûr. Mais les réseaux sociaux, effectivement, c'est l'un des champs de mine qu'il faut essayer d'assainir le plus possible. Sachant que chacun, individuellement, a sa responsabilité aussi. Si vous, sur votre propre compte, déjà vous relayez une information sans l'avoir vérifiée, qui vous paraît sympa, vous dites oh, regarde cette vidéo comme c'est drôle ou comme c'est marrant, parce que les réseaux sociaux fonctionnent sur l'émotion. Ouais, c'est vrai. La haine, la peur, la joie, donc ça vous fait rire, ça vous fait pleurer, vous balancez tout de suite, mais en fait peut-être que c'est faux. D'accord. Monsieur Thierry Valla, merci d'être venu sur ce plateau. Un grand plaisir d'avoir été avec vous, merci de m'avoir invité.